Alors revenons, si vous voulez bien, sur la question de l'architecture et des villes. Cette architecture de Tartarie, que nous admirons tant pour sa beauté, son immense majesté, et qui nous fait nous poser mille et une questions sur notre devenir à nous humains. Nous qui nous croyons humains, nous qui nous croyons les maîtres du monde et les architectes de ces choses-là. Nous collectivement. Et comme dit l'autre, nous n'existe pas, car toi tu n'as rien construit de ces choses. Mais peut-être que tu es dans le bâtiment, de la construction, et que tu sais certaines choses, certaines données techniques qui te font te poser des questions plus qu'un autre, ou moins, je ne sais pas. Donc je voulais parler de la fascination malsaine. J'ai déjà employé ce terme, n'est-ce pas? Une fascination malsaine. Parce que dans ce monde tartarien, d'architecture gâteau à la crème, dans ce monde tartarien d'architecture gâteau à la crème, de magnificence et de surabondance décorative, cette architecture monumentale, trop grande pour nous, tu crois que toi, tu aurais été à ta place? Mais à quelle place? Regarde ces personnages qui déambulent. On dit qu'ils ont été mis là après. Peut-être que ces gens en haute forme et ces dames en crinoline ne sont pas les descendants de ceux qui ont construit ces choses. Peut-être que c'est une humanité différente. C'est fort possible. C'est plausible. Mais dans ce monde d'énergie libre, de petites vasques Médicis un peu partout, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments jusque sur les sommets, tous ces éléments que nous voyons constamment comme se faisant référence les uns aux autres, des options stylistiques bien sûr, des styles historiques, des références classiques, une révérence pour la culture hellénistique, mais bien sûr mon cher, absolument. Et si c'était autre chose en fait? Et si c'était tout à fait autre chose? Comme la thèse que nous défendons, qui est que ces choses-là sont des éléments énergétiques qui doivent faire partie d'un bâtiment pour que ce bâtiment fonctionne comme une centrale énergétique. Il y a différentes options. Ou alors il y a différentes fonctions. Nous voyons des pièces de différentes natures. Une colonne crénelée n'a vraisemblablement pas la même fonction qu'une coupole dorée surmontée d'un paratonnerre. Paratonnerre. On nous a dit que c'était pour s'en protéger. Mais le roman de Mary Shelley, Frankenstein, nous montre qu'au contraire, cette énergie est captée et redirigée, en l'occurrence, à la fin de refaire vivre un mort, qui ne sera qu'une sorte de cadavre à l'état de décomposition arrêté, mais déjà commencé. Un monstre non vivant. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un, ou peut-être de nombreuses personnes. Les zombies et les morts vivants, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et c'est quelque chose qui a une sorte de réalité dans les pratiques magiques, occultes et les pratiques vaudou, toutes ces choses pas très nettes, pas très tournées vers l'adoration pure et simple du vivant. Mais reprenons le fil de notre pensée. Alors dans ce monde de petits éléments rythmiques, décoratifs, électriques, électroniques, électromagnétiques, ce monde d'énergie libre, d'énergie gratuite en somme, parce qu'énergie libre c'est vraiment une drôle d'expression, et quand on ne peut pas repenser le langage et repenser les expressions, on est piégé à l'intérieur, et notre pensée en fait s'arrête.
Vous l'aurez peut-être remarqué, la pensée s'arrête quand on ne sait pas exactement donner une définition aux mots que l'on emploie. Vous comprendrez que la plupart des gens autour de vous, sinon vous-même, se contentent d'enfiler des mots et des expressions dont au final, nous ne savons pas exactement, précisément ce qu'ils veulent dire. Souvent on a des gens qui disent « Ah mais pour moi ça voulait dire ça ». Non mais il n'y a pas pour moi. Parce que si pour toi ça veut dire une chose et pour l'autre une autre chose, il n'y a plus de communication. Bon, la communication c'est assez limite, mais il faut au moins qu'on ait quelque chose qui ait à peu près les mêmes contours pour l'un et pour l'autre quand il s'agit de langage. En tout cas, dans ce monde d'énergie gratuite, de production et d'utilisation d'énergie gratuite, tu crois vraiment que toi, petit crevard de la base, petit cafard bon à aller à l'usine, tu en aurais bénéficié? Tu crois que toi, tu aurais eu ces entrées dans ces magnifiques bâtiments à coupoles et à péristyle? Non, sérieux, t'as vraiment cru que c'était pour toi? Même en Tartarie? Tu plaisantes. Ah, tu te serais élevé dans la hiérarchie sociale parce que ça aurait été possible, mais élevé au détriment de qui? Tu crois vraiment que c'était une véritable démocratie à la grecque? À la grecque? Bah justement, vas-y te faire voir chez les Grecs. Tu crois que la démocratie chez les Grecs c'était pour tout le monde? C'était pour les familles régnantes, mon ami? Les esclaves, rappelle-moi, les esclaves chez les Grecs, et ils avaient droit à l'énergie libre ou quoi? Sous la forme de coups de fouet peut-être? Ou alors c'est juste dans Astérix? Oui, je sais, c'est pas des Grecs, c'est des Romains. Tu crois vraiment que les Grecs et les Romains sont si différents les uns des autres? Un peu comme le Vatican et le Potala, là, la hiérarchie religieuse rouge et or des cardinaux ou des Dalai Lama. Tu crois vraiment que fondamentalement c'est différent? Fondamentalement, c'est différent pour toi. Ah ouais. Bah oui, c'est exotique les uns et endogène pour l'autre, mais vraiment. Si tu vois ça comme une pièce de théâtre, avec des stylistes différents, des décorateurs différents, mais finalement, c'est juste une adaptation, tu vois, c'est juste une traduction du texte. Puis après, comme pour les opéras, tu sais, il est de bon ton de transposer les opéras modernes dans les cités, ou tu vois, de les moderniser, de les mettre au goût du jour. Pas les opéras, je sais pas, les opéras du 19e ou même du 18e. Mozart, la flûte enchantée dans un parking de cité. Ah oui, la flûte enchantée. Ouais, plutôt dans les caves. Ce serait plutôt une tournante, la flûte enchantée. Ouais, voilà, c'est un peu sordide. Bon, la flûte enchantée, soit dit en passant, l'un des opéras les plus connus est l'opéra maçonnique de Mozart. Hein. Enfin, si Mozart, il y a eu, les amis. Non, mais sérieux, on peut douter de tout. Un personnage comme ça comme Bach, hein, on peut douter aussi, bien sûr. On peut douter de l'histoire. Ben oui, qui aurait été redécouvert au 19e, Bach. Ah, tu savais pas? Non, il a pas été à l'honneur pendant, je sais pas, un siècle ou deux, 3 ou 10 000, enfin, de toute façon, ça n'a aucune importance, tu peux pas vérifier. Nous n'avons que des témoignages indirects pour tout. Et regarde, si tu te réfères à ce qu'on dit de la crise que nous vivons, et que tu n'as aucune autre information, aucun autre moyen de recouper, bah tu vas te faire une image de la situation mondiale, une image qui n'est pas du tout cohérente avec la réalité que vivent tout un tas de gens qui vivent tout un tas de situations différentes. Mais c'était encore une digression. Cette fascination pour ces villes magnifiques, même Paris au temps de l'exposition universelle de 1900, c'est assez magnifique. Tous ces bâtiments qui bordent la Seine, peut-être était-ce ça Paris, peut-être était-ce ça avant. Oui, mais on voit bien que ça a été construit assez rapidement parce que les expositions universelles précédentes, nanani, oui, mais ce sont des gravures. Ce ne sont pas des photos. Ce ne sont pas des photos. Les expositions universelles précédentes, que ce soit à Paris, en France ou ailleurs, ce sont des gravures. La construction du Crystal Palace, ce sont des gravures, ce ne sont pas des photos.
D'ailleurs, en allant vraiment plus loin, si ce monde n'est pas réel, on pourrait fabriquer des photos. À rebours, on peut nous fabriquer un passé entier. Est-ce que tu as vu Blade Runner ? Je suppose que oui. Ces personnages qui croient qu'ils ont une histoire, qui ont même des souvenirs, qui ont même, je crois, des photos où ils se reconnaissent, qui collent avec leurs souvenirs. La petite bicyclette rouge, les genoux écorchés, les tartines de confiture, et si tout cela n'était qu'un leurre ? Est-ce que tu as lu Le Monde des Nonna de Van Vogt ? Il y a comme ça un personnage dont il s'avère qu'il est je sais plus, le énième clone d'un grand génie, style un peu Stephen Hawking, hein, genre ça me... avant l'heure, hein. Ouais, c'est un peu dérangeant, mais bon. Il a tous ses souvenirs et il croit être quelqu'un, des souvenirs qui ont été composés et implantés en lui. C'est alors qu'il se rend compte qu'il n'est pas qui il croit être. Si tu m'as suivi jusqu'alors, dans mes raisonnements, dans mes élucubrations, c'est peut-être que tu es prêt, toi-même, à accomplir cet immense saut mental. Tu n'es pas qui tu crois être. Et ce n'est pas une parole purement philosophique, purement une rhétorique de spiritualité. Tu n'es pas qui tu crois être. Souviens-toi, je t'en prie, que tu n'es pas davantage l'esclave fasciné des lumières de Tartaria, que tu n'es l'esclave de ce monde en pleine déliquescence. Tu n'as pas besoin d'être un esclave, et tu n'as pas besoin d'être fasciné par la technologie d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. Je veux dire, bien sûr, je suis fascinée, je suis émerveillée de cette beauté et de ce rythme qui me parle de ce que l'on appelle la géométrie sacrée, n'est-ce pas ? Les forces qui sont à l'œuvre dans le vivant, pour autant que le vivant que nous pouvons contempler de nos yeux soit vraiment vivant. Je pense qu'il n'est qu'un reflet du monde originel, du paradis perdu. Il n'est pas perdu dans le temps, il est perdu vibratoirement, c'est-à-dire que nous ne vibrons pas à la fréquence du paradis perdu, du monde naturel. Nous en sommes plus ou moins les émanations, plus ou moins. Bien sûr, je suis fascinée. Et je regarde la beauté et je te la montre. Mais je te dis aussi, s'il te plaît, je te susurre à l'oreille, ne te laisse pas trop séduire. Tu as remarqué les termes qui sont les plus employés en publicité ? Tenter, séduire, passion. Ce sont les mots du diable. La passion, c'est la souffrance, étymologiquement. La tentation, c'est quand on te tente, on essaye de te corrompre. Et la séduction, étymologiquement, c'est la tromperie. Tu vois aux mains de qui nous sommes tombés ? Vis de ta passion, laisse-toi tenter par les choses séduisantes. Ça, c'est du discours publicitaire tout craché. C'est une occasion de chute, une de plus. Je ne dis pas qu'il faut renoncer au plaisir, je dis qu'il faut se méfier de quoi, de qui et d'où nous viennent certaines de nos tentations, nos pulsions aussi. Pulsions. Être poussé. Mais qui te pousse ? Alors je te dis, reste sur tes gardes quand tu es séduit. Reste sur tes gardes quand tu es charmé. Quand, pour une raison ou pour une autre, tu te trouves dans un état de transe, que tu assimiles évidemment à un bien-être. Jouis de ce bien-être, et souviens-toi que peut-être il y aura un prix à payer ou un retour de bâton, comme avec la drogue. Une personne qui avait l'expérience de la cocaïne m'a dit que c'était bien plus puissant qu'un joint. Personnellement, je n'en ai jamais pris de cocaïne et je ne compte pas en prendre. Justement pour cette raison-là, ça vous fait monter très haut. C'est pas juste de l'excitation, c'est que tout est bien. Bien sûr, ça doit dépendre de votre état de départ, votre constitution, votre façon de réagir nerveusement et émotionnellement aux choses. Mais en revanche, le lendemain est pire que tout. Le lendemain, c'est une dépression. Et les gens qui sont dits bipolaires, ou maniaco-dépressifs, ou avant on disait cyclotimiques, connaissent bien ça. Ça, je le connais bien. Des moments où spontanément je me sens dans un état d'euphorie, je me sentais, parce que c'était beaucoup au moment de ma jeunesse, ces moments-là, dans des fêtes ou ces moments d'euphorie factice étaient suivis d'un lendemain d'immense dépression.
qui n'était pas dû à aucun produit que j'aurais pu prendre puisque j'étais encore trop jeune pour m'imaginer prendre quoi que ce soit. Alors ces séductions, ces fascinations, ces fausses promesses d'une énergie libre et gratuite qui ferait fonctionner toute la technologie actuelle mais d'une façon acceptable, ce ne sont peut-être que des sirènes. Je veux dire, de ces trucs-là, ces pseudo-femmes avec des seins, des grandes bouches, des grandes ailes et une queue de poisson qui vous entraîne à vous noyer. Parce que ces choses-là que nous voulons, que nous ne voulons pas lâcher, mais que nous voudrions plus juste, ça me fait un peu penser à ces bobos parisiens, mais il n'y a pas que les Parisiens, hélas, qui veulent manger tout bio et qui se foutent éperdument finalement de comment c'est produit du moment que ça ne leur coûte pas trop cher. Disons, ils aiment bien le café des petites coopératives de l'Altiplano, du Chiapas et de ceci et cela, mais bon, pour un bon rapport qualité-prix. Et que ils aient des petits esclaves à l'autre bout du monde qui sont plutôt bien payés par comparaison aux esclaves chinois, ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Ils regardent ce qu'ils ont dans la main, dans le pot à café, dans la penderie, des vêtements équitables, de coton biologique. Mais les usines qui ont fabriqué tout ça, sont-elles belles ou laides? Ça ne les intéresse pas trop. En fait, c'est toujours cette même fascination pour des choses qui vont nous donner du pouvoir. La technologie nous donne du pouvoir sur le monde. En fait, c'est pas vrai, nous sommes des esclaves. Nous sommes rendus esclaves encore plus par la technologie. Parce que nous mettons nous-mêmes en esclavage. Encore plus. Mais cette illusion de pouvoir nous dédoubler, de pouvoir nous transporter, de pouvoir télécommuniquer, de pouvoir rouler vite, et tout ça, attention, sans effort. Sans effort. Nous parlions de l'effort de la vie spirituelle pour obtenir des résultats profonds d'une transformation de nous-mêmes, voire de super pouvoirs dits spirituels, en fait, qui ne sont que des super pouvoirs vibratoires. La spiritualité, c'est pas le pouvoir, c'est l'essence, la connaissance de qui on est, la présence à soi-même. Ça, non. La technologie vous fait partir de l'autre côté, en fait. Celui qui soutient que la technologie aide à la connaissance de soi se ment à lui-même. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de justifier tes addictions ou les choses que tu fais parce que tu te sens incapable de faire autrement. Mais c'est pas la peine non plus d'essayer de croire que sans ces choses tu ne serais rien. Sans ces choses qui t'améliorent, tu serais tout simplement toi, ni plus ni moins. Alors tout petit personnage écrasé au pied de cette architecture monumentale, gigantesque et sublime, te voilà redevenu ce petit esclave, cette petite fourmi au pied de la fourmilière. Ce personnage, ce triste personnage qui n'est rien par lui-même, à l'instar de la fourmi, grouillante, noire et vue de loin absolument informe. Alors choisis, veux-tu, entre être ce petit être anonyme, impuissant, jouet du destin, au milieu d'une architecture grandiose qui produit de la lumière et du son, tout ce que tu veux, et qui demeure totalement au dehors de ta portée, ou bien le personnage qui existe à partir de lui-même et qui finalement a si peu de besoins, si peu de faux besoins, et si peu besoin, surtout, d'être l'esclave de quiconque.